Salut tout le monde, dans ce tutoriel nous présentons la théorie de l'estimation. On appelle théorie d'estimation l'ensemble de méthodes utilisées pour évaluer un paramètre d'une population, par exemple la moyenne, la variance, à l'aide d'une statistique prise dans un échantillon extrait de cette population. Donc, considérons un paramètre inconnu d'état dans une population. Donc, ces paramètres peuvent être mu, sigma au carré, proportion. Pour estimer la valeur des d'état, on prélève un échantillon de taille n. Donc, toutes statistiques calculées dans l'échantillon peuvent être utilisées pour approximer d'état qu'on note estimateur. En théorie d'estimation, on utilise un estimateur si celui-ci vérifie certains critères de qualité, à savoir qu'il soit sans biais, convergent et efficace. On commence par la biaisabilité. Donc, un estimateur d'état est sans biais si l'espérance d'état chapeau est égale à d'état. Par exemple, la moyenne x bar est un estimateur sans biais car espérance d'x bar est égale à mu. Par contre, la variance S au carré, la variance empirique est un estimateur biaisé car on peut montrer que l'espérance de S au carré est égale à sigma au carré. Par contre, la variance corrigée est un estimateur sans biais. La deuxième propriété, un estimateur est convergent. Si on calcule la limite de variance des delta chapeau, lorsqu'un tend vers plus l'infini est égal à 0, alors d'état chapeau est convergent. Par exemple, on sait que limite de variance d'x bar est égale à limite sigma carré sur n. Lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Ainsi, x bar est un estimateur convergent de mu. La troisième propriété, l'estimateur doit vérifier l'efficacité. Donc, un estimateur est efficace si la variance d'état chapeau est inférieure à la variance de tous les autres. Donc, c'est la variance minimale. Donc, pour démontrer l'efficacité, on doit calculer la quantité d'informations fournies par l'échantillon qui peut être calculée par ces deux formules. Les deux définitions donnent les mêmes résultats et l'utilisation de l'un ou l'autre dépend des difficultés du calcul rencontrées. Donc, une estimation ponctuelle consiste à estimer une valeur d'état inconnu liée à un certain phénomène. Pour ce faire, on dispose d'observations indépendantes du phénomène, c'est-à-dire de variables x1, x1 indépendants et de même loi. Donc, on définit à partir de l'échantillon une nouvelle variable aléatoire qu'on note t. Donc, les valeurs doivent être proches de celles de la grandeur d'état à estimer. Par exemple, on peut définir la moyenne empirique qui est un meilleur estimateur de la moyenne et la variance empirique corrigée est le meilleur estimateur de la variance. Pour déterminer l'estimateur, on peut utiliser la méthode de maximum de vraisemblance. Cette méthode consiste à calculer une fonction de vraisemblance définie par la fonction suivante. Donc, on doit calculer le produit de la densité. Exemple, si on a un échantillon dont l'observation est une loi de Bernoulli, donc x8 loi Bernoulli, l'admis est une loi de probabilité de cette forme, on calcule la fonction de vraisemblance en calculant le produit de loi de probabilité, nous obtenons cette formule. En deuxième étape, on applique la log de vraisemblance, on applique la log, nous obtenons cette formule. Pour déterminer l'estimateur, on calcule les dérivées premières. Donc, après le calcul, nous trouvons que la fonction de vraisemblance atteint son maximum en x bar. Alternativement, on peut déterminer un intervalle de confiance qui consiste à construire autour de l'estimateur un intervalle qui aura une grande probabilité de contenir la valeur du paramètre. On note le niveau de confiance par 1 moins alpha qui est la probabilité qu'un tel intervalle contienne la valeur du paramètre.
avec alpha et le risque d'erreur, c'est-à-dire la probabilité qu'un intervalle de confiance ne contient pas la valeur du paramètre. Si delta est paramètre à estimer, alors l'intervalle de confiance doit être de la forme suivante. Par exemple, on va terminer l'intervalle de confiance de la moyenne. Nous considérons une population où x suit une loi normale de paramètre de moyenne mu et sigma au carré. On suppose sigma carré est connu. Donc, on va estimer la moyenne par l'intervalle de confiance. On prélève un échantillon avec remise. On calcule x bar. On sait que x bar suit la loi normale du paramètre mu sigma au carré sur n. En centrée et réduite, on montre que z suit la loi normale de moyenne 0 et d'écart type A. Donc, l'intervalle de confiance est donné en déterminant les quartiles moins z alpha sur 2 et z alpha sur 2 de la loi normale. En remplaçant z par sa formule, nous obtenons par la suite l'intervalle de confiance de cette forme. Cet intervalle il est symétrique, donc il consiste à déterminer le z moins alpha sur 2 et z alpha sur 2 qui est la quantile de la loi normale. Maintenant, nous considérons nous supposons que la variance est inconnue, donc il est naturel d'utiliser la variance empirique corrigée comme une estimation de sigma au carré. On sait que la statistique x bar moins mu sur s' sur racine de n suit la loi du student du degré n-1. À partir de cette connaissance d'attribution, on détermine l'intervalle de confiance de niveau 1 alpha sur 2, qui se rassemble à l'intervalle de confiance dans le cas où sigma est connu, sauf on utilise dans ce cas le quartile de student. On peut aussi déterminer l'intervalle de confiance pour une proportion. Donc, on considère une population de laquelle on trouve une proportion de P individus ayant certaines caractéristiques. La variable aléatoire, on note la variable aléatoire F chapeau représente la proportion des individus ayant cette caractéristique dans un échantillon. Donc, on peut calculer la variable Z qui est F chapeau moins P sur sigma F qui suit loi normale 0. De même, la procédure, on peut déterminer l'intervalle de confiance qui est la forme suivante. Dans la situation où la variance sigma n'est pas connue, il semble naturel de l'estimer par la variance corrigée. Le procédure utilisé est analogue à celle déjà utilisée pour la moyenne et les proportions pour déterminer l'intervalle. Donc, on sait que la statistique n-1 s au carré sur sigma carré suit loi qui est 2 de degré n-1. Donc, on détermine les valeurs de quantile du Q2 alpha sur 2 1 moins alpha sur 2 telle que la probabilité de cette valeur est égale à 1 moins alpha. Donc, on obtient, après la transformation, on obtient l'intervalle de confiance de sigma carré de cette forme. Donc, qui consiste à déterminer le quartile de loi du Q2 de degré n-1 et le quartile de degré 1 moins alpha sur 2. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.